Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour un nouveau journal. Nous sommes le vendredi 27 décembre et voici les titres de l'actualité. Nous commencerons par cette belle victoire de la Roca Team hier. Les Rouges et Blancs ont dominé de bout en bout l'Anadolu Efes Istanbul à Gaston Médecin et se placent désormais à la tête du classement d'Euroleague. Nous recevrons pour la sortie de son nouveau livre Gérard Aubert. Cet ancien croupier revient dans cet ouvrage intitulé Engrenage sur ses 20 ans de carrière au casino de Monte-Carlo, rythmé par des rencontres marquantes et l'addiction au jeu. Et puis dans un reportage, vous découvrirez la nouvelle clinique vétérinaire ouverte dans le quartier de Fontvieille avant un bref point sur vos prévisions météo. On démarre avec cette belle performance sportive. L'AS Monaco Basket a terminé l'année en beauté hier en s'imposant sur son parquet face à l'Anadolu Efes. Score final 94-75. Le récit de cette 18e journée d'Euroleague, c'est avec Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. Porté par le duo Mike James et Jordan Lloyd, 14 points chacun, la Roca Team a déroulé ce jeudi face aux Turcs de l'Anadolu Efes. Les Monégasques ont rapidement pris la tête au tableau des scores en menant de 10 points au premier quart-temps. Les Turcs ont tenté de revenir par le biais de Daniel Oturu, co-meilleur marqueur avec 14 points aussi, mais en vain tant les Monégasques étaient solides des deux côtés du terrain. Souvent dans le dur au retour des vestiaires, cette fois les Monégasques n'ont pas flanché et dominé les 3e et 4e quart-temps, creusant l'écart jusqu'à 19 points à la fin du match. Encore une fois, on continue sur notre série, on va dire, où on progresse semaine après semaine, mais il y a eu une petite désillusion contre Madrid. Mais encore une fois, le caractère de l'équipe, encore une fois, se montre parce qu'on réagit très vite dessus. On joue un match que globalement on est bien dans ce que le coach veut et attend de nous. Et je pense qu'on limite Anadolu à 12 passes d'ess, donc c'est-à-dire que notre défense elle est vraiment bien. On leur fait perdre 12 pertes de balles. Nous on arrive avec plus de 20 passes d'ess, donc c'est encore une fois ça remonte le ballon, il bouge bien. Et comme je dis, ça nous permet de continuer à être ambitieux pour notre objectif, de vraiment y croire. Mais comme j'ai dit, en gardant en tête qu'il y a encore des choses à améliorer. Probablement il nous manque des joueurs clés. Et en plus sur le terrain, il y a des choses à avoir et tout le monde en est conscient, c'est ce qui est positif. On sait qu'on a une bonne équipe. On sait qu'on a une équipe de quoi aller chercher ce qu'on a envie, mais à nous de ne pas se reposer, d'aller continuer à gratter ces détails pour pouvoir atteindre notre maximum. La touche Vassilis Panoulis continue de porter ses fruits avec une philosophie de jeu basée sur le jeu de transition. Hier, 8 Monégasques ont inscrit 8 points ou plus et c'est grâce à ce jeu collectif soudé que la Roca Team a su parfaitement pallier à l'absence d'Alpha Diallo et reprendre la tête de l'Euroleague en attendant le match de Paris ce soir. Prochain rendez-vous pour la Roca Team le 5 janvier en Betclic Elite face à Chalon-sur-Saône. Un match qui se jouera sans Furkan Korkmaz. Depuis hier, l'arrière turc ne fait plus partie de l'équipe monégasque. Sur les réseaux sociaux, le club de la Principauté annonce qu'un accord a été trouvé avec le joueur pour mettre fin à son contrat. Le 7 août dernier, l'ancien de la NBA avait signé pour la saison 2024-2025 avec une année supplémentaire en option. Freiné par ses blessures, il n'aura finalement disputé que 7 matchs. Prenons un peu de hauteur à présent avec les aéronautes de Monaco. Le club de pilotes de Montgolfière a créé un ballon écologique aux couleurs de la Principauté et il a dernièrement survolé l'Arménie. Retour sur cette expérience inédite avec Alban Gingembre et Camille Cannoni. Une montgolfière rouge et blanche au-dessus du plus haut sommet de la République d'Arménie. Les aéronautes de Monaco partagent une pratique de la montgolfière respectueuse de la planète. On a décollé de sites historiques, on a décollé de Aparan, on a décollé de Garni et surtout on a décollé du centre-ville de Erevan, une ville de 1,5 million d'habitants. C'est assez extraordinaire. On consomme 2 fois moins de carburant que les autres équipages. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de porter la bonne parole, c'est de démontrer que les technologies qu'on met en œuvre, comme la double enveloppe, pour éviter la déperdition de chaleur, c'est aussi l'utilisation de carburant biologique. On a réduit notre rejet de CO2, notre bilan carbone de 50% ces 10 dernières années. Pour s'approvisionner en carburant biologique, Alain fait appel à une société monégasque pionnière dans le domaine. Le biogaz, c'est un gaz qui est fabriqué à partir de gaz de synthèse. C'est un gaz qui permet d'éviter dans son cycle de vie total à peu près 85 à 95% d'économie de CO2. Autrement dit, le biogaz est produit à partir de déchets organiques. Un des inconvénients de ce système, c'est qu'il est relativement limité en quantité.
Donc c'est pas un produit qui va permettre de substituer la totalité du gaz fossile sur un territoire immense. Sur un territoire comme Monaco, c'est faisable. Le club continue ses vols sur la base de Mondovì, toujours alimenté par son fameux biogaz, pour tenter de montrer l'exemple. Et oui, le club continue son activité de formation de pilotes, d'entraînement et de baptême de l'air sur sa base italienne, à moins de 2 heures de la principauté. Une idée de livre à feuilleter cet hiver au coin du feu. Gérard Robert, ancien croupier du casino de Monte-Carlo, nous propose Engrenage, un roman dans lequel le Monégasque revient sur sa longue carrière professionnelle, l'évolution de son métier et les addictions liées aux jeux de hasard. Il est notre invité. Bonsoir Gérard Robert. Bonsoir. Pourquoi avoir écrit ce livre sur le casino? Jusqu'à présent, vos romans étaient basés essentiellement sur vos voyages et souvenirs d'adolescence. Oui, c'est vrai, absolument. Là, ça a été un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai travaillé donc dans les jeux pendant plus de 20 ans. Je fais issu de 6 générations d'employés de jeux. Et donc, c'était un petit peu en reconnaissance de ce métier qui était extraordinaire, que j'ai vécu dans un endroit fantastique, le Casino de Monte-Carlo, avec tout ce que ça représente, évidemment, dans des salons magnifiques, au décorum extraordinaire. Et donc, j'ai eu l'idée de narrer un petit peu ces histoires et puis un petit peu les aventures qui me sont arrivées au sein des jeux, avec une clientèle évidemment qui est complètement différente chaque fois. Comme je dis toujours, le décor reste toujours le même, mais les acteurs sont complètement différents tous les soirs. C'est votre histoire que vous racontez et pourtant vous avez décidé de vous mettre dans la peau de votre père. Pourquoi ? Parce que mon père a formé pas mal d'employés de jeux, puisqu'il travaillait, il a fait des ouvertures de casinos, notamment au Maroc, au Liban. J'ai eu la chance de le suivre par la suite en étant tout jeune. Et donc, j'ai voulu un petit peu me dédouaner en quelque sorte pour pas paraître présomptueux par rapport à mes amis. Donc, c'est mon père qui raconte l'histoire, ayant beaucoup plus d'expérience que moi, ayant vécu beaucoup de situations. Donc, je trouvais naturel de mettre mon père en avant, d'autant plus qu'il est décédé depuis quelques années. Mais enfin, le roman est fait pour ça et l'imagination aide beaucoup à arriver à son terme, quoi. Pourquoi avoir démarré l'intrigue à Naples, vous qui êtes monégasque? Qu'est-ce qui vous attire tant dans cette ville italienne? Naples, c'est complètement imaginaire. C'est parce que je pensais que Naples était une ville mystérieuse. Et puis Lorenzo, si vous voulez, mon acteur principal, c'était pour faire ressortir justement que ce personnage qui était très pieux, qui allait à l'église tous les dimanches, qui servait la messe et qui en même temps, d'un seul coup, grâce à une rencontre amoureuse, a compris que le chemin de la foi était plus fort que ces petites combines qu'il faisait. Bien qu'il les faisait pour aider sa famille, puisqu'il avait un père malade. Ils avaient recueilli une jeune fille qui était orpheline et qui ensuite est devenue son épouse et qui l'a amené à la rédemption, retrouver le chemin de la foi et de l'église. Et c'est là que son ami Alessandro lui a proposé de partir avec lui, parce qu'Alessandro avait un papa très riche et beaucoup de restaurants à Naples. Il lui a proposé de partir à Monaco pour écrire un ouvrage sur les jeux, les addictions des jeux. Son père étant un grand joueur de Monte-Carlo également. Donc c'est un peu pour ça que je suis parti de Naples pour me retrouver à Monaco. Et dans ce livre, vous évoquez les personnes que vous avez rencontrées, des personnalités connues comme Dali. Quels souvenirs gardez-vous de cette rencontre ? Cette rencontre, elle a été complètement bizarre, puisque, comme je le raconte dans le livre, c'est un ami que je connaissais qui l'a reçu au sein du casino. Et à cette époque-là, il ne fallait pas rentrer avec la cape, une canne, enfin tout, il y avait tout un cérémonial, il fallait laisser ses affaires au vestiaire. Et donc, cette personne qui lui a intimé de ne pas rentrer dans le casino, n'était pas en grande forme ce jour-là. Et il n'avait pas reconnu Salvador Dali en quelque sorte. Et donc ça a été assez cocasse puisqu'il y a eu l'intervention de son majordome, l'intervention du directeur, pour qu'en fait finalement il puisse visiter les salons des jeux comme il voulait le faire. Mais bon, c'est assez cocasse et puis c'est original. Le titre de votre ouvrage, je le rappelle, c'est Engrenage. Cela fait référence à l'addiction au jeu, j'imagine. Vous avez été témoin de cet engrenage justement. Racontez-nous. Le jeu est évidemment une addiction qui est quand même importante parce qu'il y a beaucoup de familles qui se sont ruinées en voulant jouer au casino, évidemment. Donc Dame Roulette n'entend pas de cette oreille parce que c'est la petite boule en ivoire qui décide du sort. Surtout ces gens-là sont humiliés par le gain. Et donc c'est un cercle un peu vicieux. Quand ils gagnent, ils gagnent jamais assez. Quand ils perdent, ils vont se refaire et ils veulent encore jouer. Donc ils n'en sortent jamais. Et effectivement, il y a eu de grosses fortunes qui ont été dilapidées à Monte-Carlo comme ailleurs dans les casinos. Mais ici, on a eu l'occasion d'en côtoyer quelques-unes. Voilà, c'est pour cela que j'avais trouvé qu'Engrenage correspondait bien
à cette addiction de jeu, puisqu'elle est quand même présente et importante. Vous nous parlez également des endroits qui n'existent plus en principauté, tous ces endroits sur l'avenue des Spélugues par exemple. Oui, l'avenue des Spélugues, il y a eu quelques établissements qui ont disparu, qui ont été remplacés par d'autres. Notamment, il y en avait un dans le Beau Rivage qui s'appelle Chatham, qui était l'endroit incontournable où tous les pilotes venaient se retrouver. Ils jouaient leur apéritif aux fléchettes avec Rosie, qui était la maître des lieux. Donc c'était des endroits comme ça à Monaco qui n'existent plus, mais qui ont couvert quand même une grande partie et ouvert des pages sur Monaco, avec beaucoup de rencontres, avec des anglo-saxons, avec beaucoup de personnes étrangères qui étaient sur Monaco. Où est-ce qu'on peut acheter votre livre, Gérard Robert ? Écoutez, actuellement, il est disponible dans certains kiosques à Monaco, par exemple au marché, au Larvoto, au kiosque journaux du Larvoto, et notamment au Quai d'Yves, qui est sur le port au bas de la rue Caroline, parce que c'est l'endroit un petit peu où tous les gens se retrouvent, puisque moi je suis de ce quartier-là, donc il est évident que c'est plus facile pour moi de conseiller les gens d'aller l'acheter. Voilà. C'est une lecture amusante en fait, et puis un recueil de mémoires et d'anecdotes qui se sont passées au sein de ma profession, voilà, que j'ai adoré. Merci beaucoup Gérard Robert d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Merci Sarah, merci beaucoup. Avis aux propriétaires de chats ou de chiens, une nouvelle clinique vétérinaire baptisée La Petite Clinique vient d'ouvrir rue du Gabian. 3 vétérinaires et 2 assistantes accueillent vos animaux dans des installations entièrement neuves. Patricia Navarro et Olivier Bonello s'y sont rendus. Voyez leur reportage. C'est un véritable petit hôpital pour les animaux de compagnie qui a ouvert ses portes début décembre dans le quartier de Fontvieille. Ici, la prise en charge est large, allant des soins bucco-dentaires aux interventions chirurgicales jusqu'au traitement des maladies chroniques ou la réalisation des examens annuels traditionnels. La petite clinique est née de la volonté d'une jeune monégasque rentrée au pays après avoir étudié et exercé pendant 10 ans aux États-Unis. Bonjour. Allez-y. On va regarder tes dents. Oui, tes oreilles. Nous, on fait les choses de base que les gens connaissent, les vaccins, les chirurgies de convenance, donc stérilisation, castration, etc. Après, par exemple, là, ce week-end, on avait des urgences. Le docteur Ossena a fait une entérectomie. Il y avait un Malinois, il avait mangé une pomme de pin, il avait besoin d'une chirurgie, il avait une occlusion intestinale. Donc les chirurgies d'urgence, si les gens ont besoin. Après, de tout, de la médecine préventive. Il y a beaucoup de chiens âgés ici. Et la médecine de nos jours, idéalement, elle est préventive. Parce que quand on veut prolonger la qualité de vie, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Et à la petite clinique, le maître mot, c'est le bien-être des animaux, dont certains se montrent particulièrement stressés lorsqu'il s'agit de se rendre chez le vétérinaire. Moi, c'est vrai que j'aime bien travailler. Je fais des longues consultations, je vais au rythme d'un animal. J'aime bien travailler au sol. Si c'est un gros chien, de le mettre sur la table, il glisse. Enfin, tous les vétos savent, mais on ne change pas du fait de nos habitudes. Et comme je suis assez jeune encore, même si ce projet me vieillit, j'aime bien réinventer les choses. Du coup, on a choisi un sol très antidérapant qui atténue le bruit. On met des diffuseurs de phéromones un peu partout. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. La crème anesthésiante avant la pose de cathéter. Donc, plein de choses qu'on peut faire à notre façon. Aux côtés des 3 vétérinaires de la petite clinique, 2 assistantes sont également présentes. Elles ont été habituées à travailler dans des services d'urgence vétérinaire. L'accueil se fait tous les jours de la semaine et le samedi jusqu'à 16h, rue du Gabian. Bon à savoir. Faisons un saut dans le temps, à l'époque de la préhistoire, une période où nous, les humains, n'avions pas la même apparence et les animaux non plus. Le musée d'anthropologie préhistorique a dédié sa nouvelle exposition, l'effet papillon, aux espèces qui peuplaient autrefois la principauté et ses alentours. La visite guidée est signée Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Des centaines de références d'animaux, des pièces originales. Cette visite promet un voyage dans le temps à la découverte d'anciennes espèces. Vous avez un espace qui est dédié aux insectes et papillons que vous voyez derrière moi. Vous avez aussi un espace qui est dédié à l'évolution, aux primates et évidemment à l'homme avec un grand H. Vous avez une zone vraiment atypique et que je recommande. C'est la Fondation Donadieu qui prête exceptionnellement des statuettes qui viennent de tous les continents et de différentes périodes. Ce sont des divinités animales
qui sont arrivés au musée très récemment. Et enfin, bien sûr, toute l'archéologie et la préhistoire avec le célèbre mammouth, dépôt du Palais Princier, et évidemment tous les animaux qu'on a retrouvés en principauté depuis 200 000 ans. La visite se poursuit dans une autre pièce spécialisée sur l'histoire du bouquetin. D'après les recherches menées, cet animal aurait une véritable empreinte monégasque. Il est implanté sur les falaises et c'était vraiment très attaché donc, à la principauté, à l'époque préhistorique bien sûr. Donc, il y avait quelques grottes, on a la grotte de Saint-Martin aussi, on a retrouvé aussi ses traces, la grotte de Saint-Martin sur le rocher. Donc vraiment il était très présent ici à Monaco. Cette exposition sera visible durant 1 an. Plusieurs ateliers et animations pour petits et grands sont mis en place autour du thème des animaux, et ce à compter du 23 décembre. Si ce sujet vous a donné envie d'en voir plus, sachez que vous avez jusqu'au 1er décembre 2025 pour découvrir l'exposition. Le tarif plein est de 5 €. C'est une compétition conviviale qui permet aux entreprises monégasques de se confronter dans le respect et la bonne humeur. Le challenge Prince Régnier 3 de paddle tennis reprendra à la mi-janvier. Je vous propose d'écouter Christian Collange et Sylvie Odigier, organisateurs et dirigeants de l'épreuve, pour faire le point sur la prochaine édition. Cette année, on va commencer donc en janvier jusqu'à fin juin. Ça, on a rallongé un petit peu cette année par rapport à l'année dernière. Beaucoup d'équipes paddle. On est pratiquement une vingtaine d'équipes d'entreprises. Donc c'est pratiquement, on a fait presque le double l'année dernière. 6 en tennis, mais on est content parce qu'on fait quand même pratiquement le double par rapport à l'année dernière, quoi. Christian Collange est déjà expert dans l'organisation de cette compétition en tennis et en paddle. Mais depuis l'année dernière déjà, on a un peu le giron, c'est le challenge Prince Régnier 3, qui a souhaité encadrer aussi ces deux activités parce que ça nous permet d'élargir les activités sportives. On est connu pour le foot et on a le foot à 11, le foot à 7, le challenge foot 7, la coupe Prince Albert II. Enfin, on a vraiment beaucoup de compétitions, on a énormément de licenciés, plus de 900. Et c'est vraiment très intéressant pour nous d'élargir ces activités. Mais le principe du challenge, c'est que toutes les équipes fassent le même nombre de matchs. C'est-à-dire qu'on gagne tous les matchs, qu'on les perd tous. À la fin, tout le monde a fait le même nombre de matchs. On va classer tout le monde de 1er à 20 pour le paddle. Et le principe, c'est qu'à la fin, on fasse 2 tournois, un tournoi consolante pour les perdants, un tournoi master final pour les vainqueurs, mais dans l'esprit vraiment d'entreprise, que tout le monde participe, tout le monde s'amuse et tout le monde s'éclate. Pour le tennis, on fera une poule unique où tout le monde se jouera et on gagnera les 2 derniers à la fin pour faire une belle finale dans le cadre merveilleux du complexe d'Aise où on sait que là-bas tout le monde est bien accueilli et dans un cadre féerique. Et des propos recueillis par Frédéric Elion. Ne manquez pas demain à 21h Backstage, votre émission musicale sur Monaco Info. Fabien Bonnia et le directeur artistique de la SBM, Alfonso Chula, ont rencontré un digne héritier de l'afrobeat, Seoun Kuti, avec son groupe Égypte 80. Ils étaient sur la scène de l'Opéra Garnier il y a quelques semaines à l'occasion du Monte Carlo Jazz Festival. Le rendez-vous est donc pris ce samedi à 21h. La fin de la semaine va-t-elle se poursuivre sous le soleil? Réponse tout de suite avec Marie Bonnet-Blanc. Bonsoir Marie. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Et oui, nous allons avoir la chance de profiter du soleil tout le week-end. Demain, le ciel sera dégagé. Les températures, elles seront agréables avec 10 degrés dans la matinée. Et puis dans l'après-midi, il fera jusqu'à 16 degrés. Demain, nous fêterons la Saint-Innocent, un jour de commémoration pour l'Église catholique. Tout à fait, merci Marie. C'est la fin de cette édition, mais restez bien avec nous pour l'après-JT. Nous vous proposons de voir ou revoir ce vendredi le long format dédié au nouveau code de la gastronomie. Une équipe de Monaco Info s'est immiscée dans les cuisines de plusieurs restaurants phares de la Principauté à la recherche des nouvelles tendances dans nos assiettes. Et comme le veut la tradition, nous clôturons ce journal en photo. Celle que vous allez découvrir dans quelques instants retrace les célébrations des 100 ans de l'AS Monaco FC, un temps fort de cette année 2024. A tout de suite.